Hello Tévi! Hello Caroline! C'est cool d'être là avec toi pour parler aujourd'hui des relations autour des entrepreneurs et plus particulièrement des relations toxiques. Oui, Et déjà, avant ça, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ou plus oui. qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu es arrivé là? J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Non, bonjour, je suis Tevi Cohn. Je suis hypnothérapeute et life coach. En fait, j'utilise l'hypnose comme outil pour euh, comment dire, accompagner les gens et les aider à débloquer plein de petits blocages inconscients. Et je suis spécialisée dans les personnes à haut potentiel, dans la douance intellectuelle, les gens qui ont ou n'ont pas fait de test de QI, mais qui savent qu'ils ont une intelligence qui est différente de celle de la moyenne de la société et qui n'arrivent pas trop à s'en sortir avec cette intelligence très spéciale et ce mode de fonctionnement qui est aussi très spécial et très particulier. Et du coup, ça demande de savoir comment est-ce que ces gens-là, enfin ces gens-là, j'en fais partie, hein, mais comment ces gens-là réfléchissent. Aussi, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses généralement, qui généralement sont les mêmes, parce que quand on connaît ses faiblesses, on peut en faire une force et ça, c'est trop cool. Et c'est aussi géré avec beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'hyper-empathie. Et quand on est hyper empathique, on est susceptible d'être sensible à plein de trucs extérieurs qui sont souvent très bons et aussi souvent très mauvais. Voilà. Mais ouais, justement, du coup, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a quand même pas mal de surdoués qui traînent, Oui, faut quand même le dire. totalement, ouais. Et j'avais lu une fois que justement, quand tu fais partie de cette population-là, donc avec une autre manière de penser et que tu te remets quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup en question, tu es plus Mmh. susceptible d'être en lien avec des personnes toxiques, d'avoir des Ouais. relations toxiques autour de toi. T'en penses quoi, toi, de ça? Je pense que c'est totalement vrai et souvent ça se retrouve, par exemple, dans les livres, sur la douance intellectuelle comme, j'avais lu ça dans «Je pense trop» Ouais. de, Petit Colin, je me souviens plus son prénom, la pauvre. Bon, bah, voilà, vous saurez. Au moins il y a son nom de famille est là. Et du coup, dans ce livre-là, elle explique que, souvent les gens qui ont cette, manière de penser où ils pensent vraiment trop et tout, elle parle des surdoués très certainement, mais c'est vrai que c'est un mot qui fait beaucoup peur. Enfin, souvent, les surdoués sont susceptibles d'être hypersensibles à tout ce qui est personnalité toxique, pervers narcissique. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'adhèrent pas avec ce terme, mais voilà, en gros, toutes ces personnalités qui sont maltraitantes et qui utilisent finalement cette hyper-empathie pour, à leur fin, tout simplement. Qu'ils C'est le ça. veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, hein, que ce soit consciemment ou pas, ils le font de toute façon. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle donc, des relations toxiques autour des entrepreneurs et plus particulièrement de la famille, parce que moi, j'ai l'impression qu'une fois que tu as réglé vraiment la famille, alors si autour de toi, tu as, de la famille euh, maltraitante ou toxique, je Mmh. pense qu'une fois que tu as réglé vraiment ça avec la famille, tu es déjà vachement plus tranquille pour faire le reste parce que c'est quand même hyper compliqué. Ouais, Et du carrément, coup, ouais. je trouvais que tu étais une bonne personne pour parler de ça, puisque t'es passé par là déjà, toi, Oui, c'est vrai. avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, non? Ou à peu près? Ouais. Avant, disons, je crois que ça a commencé 2 ans avant de m'être lancée dans l'entrepreneuriat, ouais. Donc, ouais, du coup, 2 ans avant, j'ai commencé une thérapie parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. C'est souvent le cas des gens qui se font maltraiter, c'est qu'ils pensent que, ils ont une bonne raison de se faire maltraiter et du coup, parce que c'est ce que leur disent leurs bourreaux: «Si je te tape, c'est parce que je t'aime, si je te punis, c'est parce que je veux que tu aies une bonne éducation» et ce genre de choses et du coup, je suis allée voir une psy, par moi-même parce que, je voulais savoir ce qui allait pas chez moi et elle m'a dit: «Ce qui ne va pas chez vous, c'est vos parents» et je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elle veut dire par là?» Et oui, effectivement, j'ai toujours des parents qui sont extrêmement maltraitants psychologiquement
aussi physiquement pour ma mère. J'ai un grand frère qui est aussi maltraitant psychologiquement et qui a été maltraitant physiquement avec moi aussi, et un petit frère qui a 18 ans de moins que moi, un demi-frère, qui lui aussi prend les pas de la famille, voilà, dans les pas de la famille, et fait exactement pareil, et a décidé d'être maltraitant avec moi aussi. Donc ce petit environnement toxique, je m'en suis séparée, quelles que soient les vues de la société par rapport à la piété filiale et à la loyauté qu'on doit porter à sa famille. Je leur ai dit au revoir, et ça a été un énorme soulagement dans ma vie parce que ça a débloqué plein de trucs. Et c'est souvent le cas chez les gens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'attaque à ce noyau dur des relations très très proches, et ben tout à l'extérieur se débloque parce que en fait on a grandi avec ce schéma où on se dit, voilà, la maltraitance est une normalité pour moi. Tout ça est normal parce que je l'ai mérité, parce que c'est comme ça que ma vie doit fonctionner. Et du coup, quand on entre dans le monde du salariat, par exemple, ou de l'entreprise, eh ben, on tombe sur des gens qui nous maltraitent et on trouve ça normal parce que c'est un schéma qui nous est hyper familier, quoi. Et quand on se rend compte que dans la famille, c'est pas normal, eh ben, on se rend compte que dans tout le reste, c'est pas normal non plus, en fait. Et du coup, là, on peut commencer à agir et à transformer les choses. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à transformer dans la famille, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est plus compliqué de changer le reste. Ouais. Est-ce que tu as des exemples qu'est-ce que c'est une personne maltraitante psychologiquement ou en tout cas verbalement? Parce que je me souviens qu'au départ, les premières fois que j'ai entendu ce terme, pour moi, c'était forcément si tu étais battu, Ouais. tu vois, physiquement. Parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, et si tu es maltraité, tu es au moins battu. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte après, en explorant le sujet, que ça pouvait être c'est assez subtil parfois. Ouais, Donc, je trouvais intéressant d'avoir Est-ce que tu as des exemples à donner de comment est-ce que tu reconnais si en face tu as une relation toxique pour toi? Alors, quelqu'un de toxique, d'une part, c'est quelqu'un qui reconnaît pas nos émotions. C'est-à-dire que quand, alors c'est super pervers, mais si je dois donner une notion concrète, par exemple, j'ai fait récemment une vidéo sur mon ex, le pervers narcissique. Donc, lui, il m'a envoyé récemment un mail d'excuses en me disant qu'il n'a jamais voulu être contrôlant ou maltraitant avec moi. Et ça, c'est la base de la personnalité toxique, c'est que eux, ils ne veulent jamais être contrôlants ou maltraitants, mais ils le sont. Du coup, par exemple, quelqu'un, si je devais donner un exemple, par exemple, euh, mon si on prend mon père qui me disait, «Voilà, tes vies aujourd'hui, tu es mal habillé, j'en sais rien», il me disait plein de trucs comme ça très dénigrants, et que moi j'avais le toupet de lui dire: «Mais c'est hyper méchant ce que tu es en train de me dire». Et ben il répondait: «Non, c'est pas méchant, c'est toi qui le prends mal, et tu devrais pas le prendre comme ça parce que je le fais pour ton bien». Et quelqu'un de bienveillant, lui, ce qu'il ferait, ce serait dire: «Ah, j'avais vraiment pas envie de te faire du mal. Je suis désolée que tu aies eu mal, et voilà, c'était vraiment pas mon intention. Donc si tu enfin, je voulais pas que tu le prennes comme ça, donc on peut passer à autre chose», et il s'excuse, en fait. Donc quelqu'un qui est vraiment toxique, c'est quelqu'un qui remet en cause tes émotions quand tu as eu mal. Ça, Et il va c'est t'expliquer pourquoi il avait raison de te le dire, c'est ça? voilà, exactement. Il va t'expliquer, il va rationaliser, et en plus, tu vas le croire parce que c'est leur spécialité, hein, aux personnalités toxiques, c'est de te dire qu'ils te font du mal et qu'ils ont raison de le faire. Ouais. Alors qu'en fait, personne a raison de te faire du mal, et même si ils n'ont pas voulu être maltraitants, on peut quand même se sentir maltraité. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper important, cette notion-là, c'est que peu importe si la personne en face l'a vraiment voulu, à partir du moment où nous on se sent mal, il faut l'exprimer et il faut que ça soit reconnu en face. Ouais, Et c'est si ça. ça ne l'est pas, c'est pas ça, c'est sûr.
Et qu'est-ce que tu fais quand c'est... Alors, moi, dans mon expérience personnelle, je sais que, par exemple, au tout départ, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à mon compte, alors, coach, tu vois, pour mon papa, c'était tu vends du vent. Genre, c'est pas un vrai métier. Bref, tout ce qui peut être autour de ça. Et du coup, quand j'en ai parlé avec lui, et que pour moi, je lui ai dit que, bah, en gros, c'est soit on n'en parlait plus du tout, enfin, en gros, ouais, je sais plus comment j'en ai parlé, mais comme quoi, moi, ça me touchait et je voulais pas entendre ce genre de choses, il a arrêté. Donc, il a pris en compte ce que je lui avais demandé. Maintenant, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'exemples où la personne en face ne va pas arrêter. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Alors, il y a pas de solution idéale, je dirais. Il y a des solutions pour chaque personne. Moi, ce qui s'est passé, c'est il y a eu un ultimatum, en fait. Parce que la manière dont il me traitait était vraiment maltraitante de toute façon, hein, parce que je pouvais pas continuer à me laisser insulter, dénigrer comme ça toute ma vie. Donc, je leur ai dit, je suis partie à la confrontation. Je leur ai dit, soit je suis respectée, j'ai des excuses et on passe à autre chose, soit je ne peux pas continuer comme ça et du coup, on arrête de parler. Ils m'ont répondu par des insultes, donc j'ai compris que parler ou pas, voilà, voilà, c'était pareil pour eux. Il y a des gens, il y a beaucoup de femmes qui tombent sur des pervers narcissiques qui sont vraiment très, très pervers et très, 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 très toxiques et qui ont cette composante d'emprise qui est là tout le temps. Et elles, la solution qu'elles ont trouvée, c'est de fuir sans donner aucune explication. Et je dirais vraiment pas que c'est une mauvaise réponse, parce que parfois, on n'a pas le choix et on est obligé de partir. Donc, si on est confronté à des personnalités aussi toxiques que ça, la fuite, c'est aussi une solution et il ne faut pas en avoir honte. Parfois, on n'a pas le choix. Il y a aussi certaines personnes qui, pour garder un noyau familial intact, parce que pour eux, leur valeur principale, c'est d'avoir une famille, d'avoir des enfants qui ont un oncle, une tante, des grands-parents. Pour eux, c'est une valeur qui est très, très, très ancrée et qui est très personnelle. Si pour eux, c'est plus important d'avoir une famille, même si elle envoie des pics, même si elle est maltraitante, même si tout ça se passe pas si bien que ça, et qu'ils ont envie de continuer, c'est une bonne solution pour eux. Voilà. Après, il faut accepter les conséquences d'être détruit à chaque réunion de famille, de s'en sentir mal à chaque coup de téléphone, voilà, de tout le mal-être qu'il y a derrière. Mais pour eux, ça peut être une bonne solution parce que voilà, le noyau familial est plus important pour eux. Et d'ailleurs, si je dois prendre l'exemple de mon ex, pas le pervers narcissique, mais celui avec qui je suis sortie récemment, récemment, c'était il y a 2 ans quand même. Et lui, il a 2 parents, dont un qui est bipolaire. Son père est bipolaire et sa mère est neurotypique, hein, voilà. Et elle a réussi à protéger ses enfants de cette bipolarité qui est vraiment très lourde et où il a des accès de paranoïa et où c'est très, 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 très compliqué. Et de toute la famille de son père qui est elle aussi très troublée et très toxique. Elle a réussi à faire ça parce que pour elle, la valeur principale dans sa vie, c'était de garder une famille unie et cette loyauté. Et ses enfants ont réussi à grandir quand même dans un environnement qui était plutôt sain et plutôt bienveillant, parce que ce qui était le plus important, c'était que les enfants aillent bien. Donc, si après, elle a beaucoup mis sa santé mentale en danger et aujourd'hui, elle est complètement burn-out. Elle s'en rend pas beaucoup compte, mais elle va pas très très bien parce qu'elle a porté sur ses épaules toute cette responsabilité pendant très très longtemps. Mais ça a été une solution. Et aujourd'hui, comme la valeur principale, c'était les enfants, il faut qu'ils aillent bien et qu'ils aient ce noyau-là et qu'ils soient équilibrés. Aujourd'hui, les enfants sont équilibrés et du coup, elle a ça auquel elle se raccroche pendant toute sa vie. Donc, il y a toutes ces solutions-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il faut savoir qu'elles existent, quoi. Ouais. Et, du coup, là,
je parle aussi principalement, enfin pas principalement, mais spécialement pour tous les entrepreneurs du web. Donc, quand tu es entrepreneur sur le web, tu t'exposes quelque part. Tu parles de toi, tu vas exposer ce que tu penses, ta vie, etc. Donc, Ouais. du coup, tu t'exposes quand même à beaucoup plus de... je ne sais pas si c'est possibilité, mais en tout cas, tu t'exposes plus fort, non? Au niveau de ta famille, peut-être, Ouais. dans ces conditions-là. Euh, Est-ce que c'est dans ce cas-là obligatoire de gérer ça vraiment? Est-ce que tu penses que tu peux aussi dire simplement OK, c'est comme ça et je fais avec tous les messages que je vais recevoir qui vont me dire t'aurais pas dû écrire ça, c'est affreux, tu te mets en danger, etc., etc. Ouais. Comment est-ce que là, tu auras un conseil plus particulier pour ces gens-là ou c'est pareil, c'est à eux de voir? Alors, ce qui est formidable avec Internet, c'est qu'on peut bloquer les gens. Ça, Tu c'est peux bloquer ton père. voilà. Tu peux bloquer ton père. Et d'ailleurs, mais la plupart des adolescents le font, hein, il ne faut pas se leurrer. Quand il y a eu plein de chansons parodiques sur le sujet, ma mère m'a ajouté sur Facebook, oh, c'est l'horreur. Ben, c'est pour ça qu'il y a toutes ces options de restriction sur les publications Facebook. On peut poster un statut et qui soit en public, sauf certaines personnes. Ouais, Donc, aussi. si on sait que on a des personnalités qui ne sont pas d'accord avec certaines choses dans nos publications et qu'on doit les bloquer, voilà, il y a ça aussi à faire. Euh, mais Parenthèse, j'ai bloqué toute ma belle famille. oui, bah oui. Franchement, mais moi aussi, hein, enfin, j'ai bloqué, enfin, les premières personnes que j'ai bloquées sur Facebook, c'était mes parents. Parce que en 2008, je crois que c'est en 2008 quand je me suis inscrite sur Facebook la première fois, en 2008, ben, c'était normal de bloquer sa famille Ouais. quand on était un ado, quoi. Ah oui, non, moi j'ai bloqué toute ma belle famille parce que c'était devenu des malades. J'avais des commentaires mais de ouf sur mes pages et sur... Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi les options de restriction. Donc on peut faire des groupes dans lesquels on met toutes les personnes qu'on n'a pas envie de voir, enfin, auxquelles on n'a pas envie de montrer certains statuts. Donc ça, c'est aussi bien. On peut restreindre aussi tous les commentaires sur son blog ou alors je ne sais pas si sur YouTube aussi, c'est possible de le faire. À chaque fois qu'on poste un commentaire, il est publié ou pas. En tout cas, on peut... Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui Ouais, il y a plein de choses existent. qui existent, ouais. Donc ça, c'est si on a envie de gérer les commentaires et pas la personne derrière le commentaire. Ça, voilà. Après, c'est vrai que c'est plus simple. Après, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est plus simple de gérer la personne derrière et de lui dire que c'est inacceptable d'avoir ce genre de commentaires sur sa page Facebook ou sur YouTube ou sur... bah, quand on est web entrepreneur, c'est quand même des outils de travail. Donc, avoir un avis négatif sous un commentaire d'un restaurant, par exemple, enfin, ça nuit vraiment au chiffre d'affaires du restaurant. Ben, avoir un commentaire YouTube affreux sous une vidéo, c'est quand même pas cool non plus, quoi. Pour info, tu peux faire supprimer un avis sur Facebook parce que j'ai eu besoin de le faire. Donc, Oh, j'ai un avis sympa de ma belle-mère sur Facebook. ah, génial. Un commentaire toxique de ma belle-mère sur Facebook. Donc, du coup, j'ai dû faire la procédure et tu peux demander à Facebook De supprimer, c'est de génial. supprimer un avis en mettant pourquoi, etc. Donc, j'ai dû expliquer pourquoi. Mais c'est faisable. Ah, génial. Bon, bah, c'est trop bien. Donc, il y a ça aussi qu'on peut faire. Ça, c'est cool. Et, donc, je ne préconise pas de supprimer la belle-mère, évidemment. Non, j'ai Mais, supprimé le commentaire, c'est passé. L'avis, c'est déjà suffisant. mais le commentaire, c'est bien aussi. Donc, il y a ça à faire. Expliquer, commencer par expliquer, même si, enfin, on sait très bien que quand on est en face de ces personnalités toxiques-là, même quand on explique, on sait très bien que le commentaire ne sera pas reçu, évidemment, on le Non. sait. Mais on ne le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Je veux dire, je savais très bien quand je disais à mon père, soit tu me respectes, soit on va plus pouvoir se parler, qu'il allait m'insulter. Je le savais. Mais en tout cas, j'avais mis le cadre. Et Oui. je savais que à partir d'aujourd'hui, il savait très bien que si je lui parlais pas, c'était à cause de ça.
Euh, il n'avait pas cette opportunité de faire ce qu'il faisait depuis le début, et c'est ce que font tous les toxiques depuis la nuit des temps, de dire elle est devenue folle, elle est partie sans rien dire, elle a fui la situation alors que moi j'ai rien à me reprocher. Non, c'est pas possible. Et en plus, c'est un argument qui reste en plus chez nous, les victimes de maltraitance, c'est un argument qui reste et on se dit, ça se trouve, il a raison, ouais, je suis partie vraiment sans rien dire et franchement, c'est ma faute, quoi. Ouais, Voilà. c'est dingue en fait que ça, ce genre de. Mais c'est vrai que ça arrive. En fait, du coup, quand tu poses le cadre pour qu'on te respecte, quelque part, tu commences par te respecter toi-même en premier. Carrément, ouais, carrément. Et ça Et permet c'est derrière ça. que Ouais. les autres le fassent. Enfin, le fassent. Pas forcément, mais en tout cas, tu On poses leur le donne la cadre. possibilité de le faire. On leur Voilà. donne la possibilité de le faire. Et ça, ouais, c'est super important. Et alors, c'était intéressant ce que tu disais, parce que je trouve que souvent, enfin, en tout cas dans les personnes que je connais qui ont vécu ça, il y a cette remise en question, même au cours du processus d'acceptation, le processus de poser le cadre et tout ça, qui vont se dire, mais vraiment, est-ce que je suis pas là en train d'aller trop loin? Est-ce que c'est pas moi qui déraille? Hmm. Tu gères ça? Comment est-ce que tu sais si tu vas trop loin ou pas? Ben, alors, moi j'ai été accompagnée, donc ça c'est vraiment la solution que je donnerais à tous les gens qui ont des personnalités toxiques autour d'eux et qui veulent s'en sortir. Se faire accompagner, c'est vraiment la voie royale, quoi. Parce que on a une personne qui est extérieure, qui a un œil extérieur et objectif. Je dis objectif avec des guillemets parce que personne ne peut jamais être objectif sur la situation. Euh, et qui est en tout cas là pour justement remettre en place le cadre et dans cette situation-là dire, même si tu as l'impression que c'est toi qui dépasses les bornes, le cadre, objectivement, c'est ça. Donc, est-ce que ton comportement, il rentre dans le cadre ou pas? Oui, et ben, on continue. Voilà, donc même dans ces moments de doute et de remise en question, et ces moments où justement c'est l'émotion qui reprend le dessus avec la peur et l'anxiété et le sentiment d'insécurité et ce genre de choses, et ben, il y aura toujours quelqu'un pour remettre en place la raison et dire, ben voilà, on avance de cette manière-là. Donc ça, je trouve que déjà, c'est important. Ensuite, généralement, comment dire, quand on change de, quand on s'éloigne de toutes ces personnalités toxiques, on se fait des nouveaux amis qui sont bienveillants. Et du coup, avoir aussi un entourage proche qui peut nous aider dans cette situation-là à dire ah mais vraiment là c'est un gros bâtard, et ben voilà, ça c'est hyper important parce que j'avais lu un article d'une des spécialistes de la maltraitance sur les enfants qui s'appelle Alice Miller. C'est un grand nom dans la maltraitance pour les enfants, qui avait écrit un livre sur l'enfance d'Hitler. C'était une des premières qui expliquait voilà, pourquoi c'est devenu un bourreau, parce que dans l'enfance il y a eu plein de choses qui étaient terribles pour lui. Et dans un de ses articles, elle disait que c'était hyper important qu'on s'indigne de ce genre de maltraitance. Que l'indignation, c'était un levier qui était clé pour aider les gens à sortir de la maltraitance et à sortir des environnements toxiques. Et c'est fou parce que c'est vrai, quand on évolue dans un milieu qui est toxique, les gens à l'extérieur ne s'indignent pas. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et ils se disent, mais de toute façon, je peux rien faire et si je fais quelque chose, je vais aggraver la situation. Et c'est un truc que je peux totalement comprendre. Hein. Enfin, je veux dire, si tu vois un enfant qui se fait taper dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Est-ce que tu vas aller voir le bourreau et lui dire, il faut que tu arrêtes et ce genre de choses? Il va dire oui, oui, et puis quand il va rentrer chez lui, il va reprendre de plus belle. En plus, il va dire à son enfant, mais tu vois ce que tu me... Enfin, pourquoi Genre à tu me cause fais de passer... toi. Oui, voilà, c'est à cause de toi. Tu me fais passer pour un bourreau, je vais te taper encore plus, quoi. Enfin, c'est fou. Donc, à la fois, c'est horrible et à la fois, ça se comprend totalement. Mais l'indignation, c'est encore plus important parce que on a évolué pendant très longtemps dans un milieu thérapeutique où il fallait être neutre et bienveillant.
Et quand on est neutre face à la maltraitance, d'un certain côté, on la normalise, quoi. On dit, bah voilà, c'est normal et puis on Et peut puis pas passer surtout, au-dessus. excuse-moi, la personne qui le vit, pour elle, c'est encore plus dur de s'indigner. Ouais, Donc en carrément. fait, si l'entourage bienveillant ne le fait pas, Qui va le faire? Ouais. ouais, c'est ça. Qui va le faire? Donc ouais, c'est important d'avoir des gens pour qui, cette situation n'est pas normale et qui nous le rappellent, finalement. Parce que ça, c'est dur de sortir de cette normalité-là et de se dire: «Mais en fait, c'était pas du tout normal, quoi. Tout ce que je vis depuis mon enfance, depuis tout ce temps, c'était pas normal et il faut que je change d'environnement». Donc il y a ça. Je pense que ça, c'est vraiment, une clé, un gros levier, par lequel passer, quoi. Euh, Toi, t'as mis combien de temps enfin, déjà à comprendre ce qui s'était passé pour toi et à l'accepter et à être vraiment clair de pouvoir poser le cadre pour ne plus avoir de relations toxiques autour de toi? Est-ce que c'est un chemin qui est long? Je pense que ça dépend des gens. Parce que moi, j'ai eu cette, «chance» entre guillemets, d'être partie du foyer familial très, très tôt. Parce que ma mère, voulait me faire payer un loyer, quand j'avais 19 ans, par exemple, sous son propre toit. Du coup, je me suis dit: «Autant payer un loyer dans un appartement, voilà, autre plutôt qu'un loyer avec, la personne toxique, qui, voilà, essayait de me À taper». côté. C'était quand même mieux. Du coup, à partir de mes 19 ans, je me suis éloignée de tout ça et émotionnellement, j'avais ce sentiment de soulagement à chaque fois que je partais, de chez eux. Mais par contre, socialement, il y avait tellement de gens qui me disaient: «Tu n'as qu'un père, tu n'as qu'une mère, retourne-y», que, j'y retournais à chaque fois et je me sentais mal et puis voilà. Et du coup, quand j'ai commencé ma thérapie et que ma psy m'a dit: «Mais non, mais c'est pas du tout normal», et qu'elle s'est indignée justement, c'était hyper important pour moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas normal et ça a été très, très vite pour moi. Donc dès la première séance, elle m'a dit que mes parents, ils étaient maltraitants et ensuite, dès, je sais pas, la semaine d'après ou la semaine encore d'après, ça a mis environ 2 semaines Ouais. pour que je dise à mon père: «Non mais c'est abusé ce que tu es en train de me faire, c'est pas du tout enfin, jamais j'accepterai ça encore». Et la semaine d'encore après, mon frère, a mis les 2 pieds dans le plat, et a essayé de me reparler et je lui ai aussi dit, de manière, très, très claire que, c'était non, quoi. C'était soit, je suis respectée et tu t'excuses, soit tu dégages, quoi, en gros. Et voilà, donc pour moi, ça allait quand même super vite parce que Ouais, émotionnellement, ça a été un soulagement, mais vraiment très, très, très intense. ouais, d'accord. Beaucoup plus que, comment dire? Beaucoup plus que enfin, ce sentiment de culpabilité autour de la piété filiale et la loyauté, ce genre de choses, ça, je l'ai beaucoup moins eu parce que j'étais tellement soulagée que ça Mm. m'a enfin, c'est pas resté. Mais je pense que ça peut peut-être, alors après c'est un avis personnel et complètement subjectif, mais ça peut peut-être être plus long pour, heu, les femmes qui vivent avec une personnalité toxique, avec un homme qui est toxique ou les hommes qui vivent avec une femme toxique, ce qui arrive aussi, dont on parle beaucoup moins souvent. Et c'est un peu plus compliqué quand on vit avec, quand on est dans le foyer et quand on a cette normalité qui est encore là tous les jours et qui nous le rappelle. Ça, c'est vraiment plus compliqué et à ces gens-là, faudrait dire que passer à l'action d'abord et réfléchir ensuite, c'est vraiment la solution dans ces cas-là. Merci. Je dévie un petit peu parce que je trouvais quelque chose de très intéressant que tu as partagé, c'est le cadre thérapeutique. Avant, on voulait être neutre, un peu comme si on pensait que neutre, c'était bienveillant, alors qu'en Mmh. fait, il y a une différence entre les deux. Complètement. Ouais. Comment est-ce que toi, tu définirais ou alors tu peux nous parler de ton cadre thérapeutique et comment est-ce que tu fais pour être, bon, pas neutre du coup, d'avoir cette bienveillance, mais sans projeter en fait, parce qu'en tant que thérapeute, à la base, si on veut être les thérapeutes, enfin tout accompagnant, à la base, la neutralité, elle est là pour te dire, bah, tu vas pas projeter toi tes propres peurs, projeter ton histoire, projeter tout ça. Comment Mmh. est-ce que tu fais l'équilibre entre être bienveillant, donc pas complètement neutre, mais sans projeter pour toi-même? Comment est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as des choses à dire à ce sujet-là?
Moi, j'accompagne en donnant beaucoup d'expériences personnelles, ce qui est très peu le cas généralement chez les thérapeutes, mais moi, c'est ce que je fais parce que on parle peu justement de maltraitance et on parle peu de douance intellectuelle. Du coup, avoir quelqu'un à qui on peut se confier d'une part et qui en plus, on est sûr que c'est quelqu'un qui comprend parce que j'ai eu cette expérience-là aussi, pour moi, c'était hyper important. Donc, je ne vais pas aller jusque dire je fais pas la coupure entre moi et mes peurs et celles des gens que j'accompagne parce que c'est pas vrai. Bien sûr que je fais la coupure, je sais que leurs problèmes leur appartiennent et les miens m'appartiennent aussi, quoi. Euh, mais il y a quand même cette notion de je mets quand même un peu de moi dans chaque accompagnement. Et la différence entre les gens que j'accompagne et moi, c'est que moi, c'est des problèmes que j'ai déjà réglés. Donc, on se sent beaucoup plus concerné, ça nous affecte beaucoup plus quand c'est des problèmes qui sont encore en cours et dont on se sent complètement démuni quand on nous en parle parce qu'on n'a pas de solution, en fait. Ou alors on a la solution, mais nous-mêmes, on n'y croit pas parce qu'on n'a pas réussi à l'appliquer. Ça, voilà. Donc, je trouve que faire un travail sur soi-même, c'est quand même primordial avant d'accompagner les autres, même s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi sur ce sujet-là. Ah bon? Bien- Il y Oui, a des gens qui sont pas d'accord avec ça? il y en a plein, ouais. Bah, retourne. N'allez pas les voir. Voilà. Il suffit d'aller voir les étudiants en psycho, hein. Il y en a plein qui font pas du tout de thérapie et ceux qui sont bien installés dans leur pratique, les psychologues, eux aussi, malheureusement, il y en a plein qui ne font pas de thérapie et qui n'en feront jamais parce qu'ils pensent que, voilà, accompagner, euh, qu'ils aillent bien ou qu'ils aillent mal, ça sera pareil. Et effectivement, ça sera pareil parce que le conseil reste le même et il a toujours de la valeur, quelle que soit la personne qui le prodigue. Mais par contre, c'est pour comment dire, sa santé mentale à soi, que c'est hyper important de continuer à accompagner les gens en ayant été accompagné soi-même, en continuant, enfin, le nombre de psychologues ou de psychiatres qui font un burn-out justement parce qu'ils entendent plein d'histoires qui les affectent complètement, c'est Parce que dès que incroyable. ça, enfin, ça résonne, quoi, à un moment donné, si t'as pas géré de ton côté. Ouais, c'est affreux. Alors que quand tu as justement géré, eh ben, tu reçois cette histoire en te disant, moi, je m'en suis sortie, alors lui ou elle va pouvoir s'en sortir aussi. Et ça, c'est top. Ouais. Et, mais par contre, ça veut pas dire que la personne va s'en sortir de la même façon. Bien Elle sûr. va pouvoir trouver. Parce que je crois qu'il y a un amalgame des fois entre dire qu'on n'est pas neutre et dire tu vas devoir faire la même méthode que moi. Ah oui, Tu sais, il y a un effectivement. espèce d'amalgame là-dedans. Et je sais qu'il y a des personnes qui accompagnent, qui font cet amalgame en disant, bah, moi, je m'en suis sortie comme ça, donc tu vas t'en sortir exactement comme ça. Hmm. Et je Ouais, pense que c'est important de dire que, par exemple, toi, tu peux te parler des relations toxiques avec tu as choisi de couper complètement, mais tu peux accompagner quelqu'un qui te dit, bah, moi, ma valeur, c'est la famille, je veux apprendre à vivre avec. mais carrément, bien sûr, bien sûr. Et mes valeurs à moi n'affectent pas du tout les valeurs de mes patients. Je veux dire, si leur valeur principale, c'est ouais, la famille ou j'en sais rien, ou le cocon familial et ce genre de choses, pour moi, c'est moins important. Et du coup, je vais quand même l'accompagner et le soutenir. En fait, c'est ça qui est le plus important, c'est le soutien. Et Ouais. d'ailleurs, il y a plein d'amis à moi qui se foutent de ma gueule parce qu'ils se disent, enfin, ils me disent, mais de toute façon, toi, ta vie, t'es toujours du même côté de la personne qui est dans la même pièce que toi. Et, et c'est vrai, les gens que j'accompagne, je suis de leur côté et je les soutiens à 100% à chaque fois. Et c'est ça qui marche. Ça Ouais. s'appelle l'alliance thérapeutique. Quand les gens se sentent accompagnés, soutenus et vraiment avec une personne qui les comprend, dans le sens latin du terme, comprendere, prendre avec soi, je les prends avec moi et je les accompagne vraiment, et ben ça marche beaucoup mieux que quelqu'un qui reste en retrait et qui leur dit bah voilà, vous avez cette solution, cette solution, cette solution, vous choisissez et quel que soit votre choix, je serai là pour vous aider. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. Donc oui, oui.
je serais du même côté que le mec qui a trompé sa meuf si ça devient mon client, parce que je comprendrais pourquoi il l'a fait et je vais l'aider à changer, bien sûr. Et, et ouais, dans une moindre mesure, parce qu'il y a des choses qui vont, comment dire, qui vont résonner avec moi et qui vont être vraiment très dures. Par exemple, un pédophile ou un agresseur sexuel, ça sera très, très, très difficile pour moi et je pense que je vais le rediriger vers quelqu'un d'autre. Mais si c'est quelque chose qui, ouais, résonne pas contre mes valeurs intrinsèques, normalement, ça devrait bien se passer. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur le soutien, parce que je crois que j'en parlais justement la semaine dernière avec une entrepreneure. Mmh. Où, le fait de dire à quelqu'un bah, fais ce que tu veux, je suis avec toi, c'est pas du soutien. Totalement, ouais. Choisis le chemin que tu veux, de toute façon, c'est bon, je te soutiens. Et en fait, on se disait bah non, en fait, ça c'est pas du soutien, ça c'est du genre bah, fais ce que tu veux, je m'en fous. Ouais, grave, ouais. Je te comprends pas, mais ok. Et du coup, je trouvais ça, voilà, on a discuté là-dessus en disant bah non, en fait, quand tu dis à quelqu'un tu peux aller à droite ou à gauche, enfin, je veux dire, fais ce que tu veux, je suis là. En fin de compte, c'est pas vraiment du soutien. Ouais, carrément. Ou alors, ça peut ne pas être reçu comme du soutien. Après, ça dépend peut-être des personnes. Moi, je ne reçois pas ça comme du soutien. Moi non plus, carrément. Moi non plus. Donc, Après, il faut voir ce dont la personne a besoin. Et c'est ça aussi pourquoi on fait ce métier. C'est on aide les gens à savoir ce qu'ils veulent. ouais. Et quand on sait ce qu'ils veulent et quand eux, ils savent ce qu'ils veulent, déjà, eux, ils peuvent se l'offrir. Et nous, on peut les aider à ce qu'ils se l'offrent beaucoup plus facilement, quoi. Ouais. Ça, c'est le plus gros problème des gens que j'accompagne, des gens qui ont une intelligence en arborescence, c'est qu'ils viennent et ils savent absolument pas pourquoi est-ce qu'ils sont là, quoi. Ouais. Ils ont un problème, c'est sûr, ils se sentent pas bien, c'est sûr, mais quoi? C'est ça. Et même, ils peuvent pas projeter le. Enfin, moi, là, je l'avais vécu comme ça à une époque. Je pouvais pas projeter qu'est-ce que je voulais, en fait. Quel était mon objectif? C'était genre, moi, je veux juste régler cette merde-là. Mais je savais pas ce qu'allait être après et comment ça allait être. Et je pouvais pas te dire, bah, je veux faire ça, 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 ça. Parce que, enfin, il y a un moment donné, pour moi, c'est très clair. C'est si je sais l'objectif, bah, j'y vais. Ouais, Mon carrément. problème, il est quand je suis dans ce truc un peu ce brouillard où je sais pas justement quel est l'objectif. Et en tout cas, moi, je l'ai aussi beaucoup vu chez des clients qui, en général, ont une pensée en arborescence. Oui. D'être dans un flou, en fait, par rapport à ça. Ouais, D'être carrément. dans le flou de quel est le résultat ou l'objectif à atteindre. Mais non, en fait, c'est simplement de régler la situation comme elle est déjà aujourd'hui. Ouais. Après, c'est beaucoup plus facile pour nous qui sommes en dehors de voir qu'est-ce qui serait idéal ou toutes les solutions, en tout cas, qui pourraient choisir, que eux qui sont justement dans ce brouillard et dans toute cette situation un peu merdique dans laquelle ils nagent en ce moment, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça, enfin, des fois, j'ai un peu l'impression de prêcher la bonne parole et d'être super prosélyte. Faites-vous accompagner, faites-vous Je accompagner. suis là. Voilà, non, mais c'est ça. Mais en Donc, fait, tu peux aller vers quelqu'un d'autre si tu as envie. exactement, ouais, vers n'importe qui. Moi-même, je vais chez une sophrologue. Enfin, il y a très peu de personnes qui auraient les problèmes que j'ai qui iraient chez un ou une sophrologue, mais c'est parce qu'elle est formée à certaines techniques qui me touchent particulièrement. Et il y a des gens qui vont se confier à des magnétiseurs ce genre de personnalité. Mais d'ailleurs, on connaît toutes les deux Jérémy Coleman. Il a un ami d'enfance qui est justement magnétiseur et qui change complètement la vie des gens. Et c'est top, quoi. Et donc, quand je parle d'accompagnement, c'est pas forcément aller voir un coach ou aller voir un psy ou aller voir un psychiatre. Voilà, c'est faites-vous accompagner par la personne qui est le plus susceptible de vous aider, vous. Et ça, c'est ce qui est le plus important parce qu'il faut choisir la solution qui nous convient à nous au départ, quoi. Yes. Du coup, on arrive sur la fin et ma dernière question, c'était quel est le conseil que tu aimerais donner? Est-ce que tu en as un autre? Est-ce que j'en ai un autre? Un autre conseil que j'aimerais donner aux gens qui sont avec des personnalités toxiques? Ouais, principalement, ça va être des entrepreneurs qui nous regardent, Ou- puis ta communauté, voilà. Mais ou- comment est-ce que tu... Ouais, le conseil que tu pourrais leur donner?
Alors, j'avais lu un livre, enfin, lu un livre, j'avais juste lu les premières pages du livre Parents toxiques, mais je pense que les premières pages résument bien ce qui se passe dans le livre, en tout cas. Dans ce livre, l'un des premiers cas pratiques, donc c'est l'auteur, dont je ne me souviens plus du tout le nom non plus. J'ai un problème avec les auteurs et les noms d'acteurs, donc voilà, il faut le savoir. Euh, L'auteur reçoit un patient qui a été maltraité pendant son enfance, physiquement par son père. Et il lui pose une question que maintenant j'utilise dans presque tous mes coachings. Il lui dit si cet enfant, c'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre, et que votre père lui faisait ça, est-ce que vous auriez appelé les services sociaux? Est-ce que vous auriez appelé la police? Est-ce que vous auriez prévenu les gens autour de vous pour le dénoncer? Et à partir du moment où la réponse est oui, si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, et je l'aurais défendu, et si j'ai pas envie que cette situation-là arrive à quelqu'un d'autre, c'est probablement que ça devrait pas vous arriver à vous non plus. Et donc, je pense que c'est vraiment la question principale qu'on devrait se poser dans certaines situations. Je me sens mal, je me remets en question. Si ça arrivait à quelqu'un d'autre, est-ce que je laisserais faire? Je laisserais faire. Sinon, c'est que non, pas du tout, définitivement. Donc, euh, donc voilà, c'est mon conseil ultime, c'est la Ouais, ouais, question. c'est une super question. Voilà. Merci beaucoup, Tévi. Bah, je t'en prie, merci à toi de m'avoir invité ici. Et puis, bah voilà. Et puis, bah voilà. Je Voilà. mettrai les liens pour retrouver Tévi quelque part de la vidéo. Ouais, On ne sait jamais. voilà. Mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Il suffit de les chercher, ils sont là. C'est ça. Demandez à l'univers et l'univers vous donnera. Voilà. Ok. Salut. Salut. Et attends, t'en vas pas comme ça. Pour les autres vidéos, il suffit de t'abonner à la chaîne par là ou par là ou par là. Tu vas trouver. Je te fais confiance et on se voit très vite pour les prochaines interviews. Salut!